L'alignement sales et marketing, c'est le défi de tous les CMO. En tant que marketeur, on se bat au quotidien pour prouver que le marketing n'est pas qu'un centre de coût, pour que nos leads soient bien suivis par les sales et justifier notre budget face à des commerciaux qui challengent sans cesse la qualité des leads. Et pendant ce temps, l'attribution crée des tensions. Les guerres d'ego persistent et chaque équipe campe sur ses positions. Le marketing génère des leads qui ne sont pas qualifiés et les sales n'arrivent pas à closer. Et on se retrouve avec une organisation qui crée des frictions au lieu de générer de la croissance. Et c'est pour ça que très peu d'entreprises arrivent à craquer le sujet. Mais en faisant mes recherches, j'ai réussi à trouver un ovni, une entreprise qui a réussi à transformer le marketing en moteur direct de revenus. Alors, autant vous dire que son rôle est plus que central. Et ça reste un truc super rare dans toutes les entreprises et scale-up en France. C'est une entreprise qui a pris des risques pour faire une réorganisation radicale. Centraliser 100% de la génération de pipe côté marketing. Les objectifs, les incentives, les rituels, tout a été revu. Cette entreprise, c'est Teal, la première plateforme de prévention en santé mentale à l'impact mesurable et durable, qui accompagne aujourd'hui plus de 300 entreprises, mutuelles et institutions, plus de 80 000 collaborateurs et 500 000 bénéficiaires. Et dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir la personne qui était aux manettes de ce virage à 360, Delphine Hang-Golden, directrice marketing chez Teal. Delphine a plus de 20 ans d'expérience en marketing. Elle est passée par SAP, IBM, Orange, Bouygues Telecom et Publicis avant de rejoindre l'écosystème startup il y a 13 ans. Arrivée chez Teal il y a 3 ans, sa mission a été de structurer le marketing et d'orchestrer cette réorganisation. Résultat, les objectifs d'ARR ont été dépassés avec un x2 en nouveaux revenus et le budget marketing a augmenté de 50% en 2026. Dans cet épisode, on va décortiquer pourquoi ils ont fait ce choix radical, la réorganisation très concrètement, qui manage qui, comment adapter les primes et les rituels, les différentes étapes de cette mise en place, les résultats mesurables 1 an après, et enfin, les erreurs à éviter pour répliquer ce modèle dans votre entreprise. Si vous voulez transformer la relation entre marketing et sales en véritable moteur de performance et faire du marketing un réel contributeur à la croissance, cet épisode est fait pour vous. Salut Delphine! Bonjour Léa! Bienvenue sur le podcast. Merci de m'accueillir. Très contente de te recevoir. Également. Et ce que je te propose pour démarrer et peut-être pour se mettre un petit peu dans le bain, est-ce que tu peux nous reposer le contexte de il y a 3 ans à ton arrivée chez Teal? Qu'est-ce qui se passait au marketing? Donc, quand j'ai rejoint l'aventure en 2023, Teal venait de faire une levée de fonds de 10 millions d'euros. Et donc, à cette époque-là, c'était Nicolas, un des cofondateurs de Teal, qui pilotait le marketing. Et il avait déjà construit, d'ailleurs, une marque très solide, très différenciante dans l'univers de la santé mentale. Mais c'est aussi dans ces moments que je dirais structurants dans la vie d'une start-up, après une levée d'envergure, que s'opère à la fois, je trouve, un changement d'échelle et d'autre part, une prise de conscience sur le fait que le marketing ne peut plus être seulement, on va dire, intuitif et opportuniste. Le marketing doit vraiment devenir une fonction à part entière, structurée et à la hauteur aussi des ambitions de l'entreprise. Et par là, je veux dire professionnalisation, prédictibilité, vraiment au service de la croissance et être vraiment un ancrage par rapport à ça. Et donc moi, ma mission, quand je suis arrivée en tant que directrice marketing, ça a été vraiment de tout bâtir, et j'adore ça, dans un contexte très embryonnaire. Donc du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, quand tu es arrivée, tu étais la seule au marketing, du coup, tu as créé le pôle de zéro. Oui, absolument. Il n'y avait pas d'équipe en tant que telle. Comme je te disais, c'est Nicolas qui portait la fonction. Et donc, j'ai rapidement staffé la team sur des expertises, notamment en termes de growth, qui est le premier profil qui m'a rejoint. Et plus tard, sur le content et la partie SDR. Et je te raconterai la suite après. Et justement, quand on préparait cet épisode, tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué et du coup, sur lequel j'ai envie qu'on insiste dès le début. C'était que pour toi, c'est essentiel que le marketing doit être un générateur de croissance, un moteur de revenus. Et du coup, est-ce que tu peux me dire, à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifiait pour toi et comment, en fait, tu as impulsé cette dynamique chez Teal?
Écoute, oui, je te reconfirme. C'est vraiment ce que je pense sincèrement, c'est que le marketing doit être résolument au service de la croissance. Le marketing n'est pas une fonction support, comme on peut l'entendre malheureusement encore souvent. Au contraire, en fait, c'est une fonction motrice. C'est le carburant. C'est vraiment ce qui va contribuer, pour moi, à la création de valeur. Et si tu veux, très souvent, le marketing, c'est la fonction qui est staffée un petit peu en dernier. C'est le parent pauvre, c'est un centre de coût. Or, là, l'idée, c'est de se dire, on est vraiment justement un moteur direct du revenu. Et donc, de façon très concrète, on ne va pas s'arrêter au MQL, on ne va pas s'arrêter au SQL non plus, et ni au deal créé. On va vraiment aller à la dernière étape, on va regarder concrètement quels sont les canaux marketing qui vont générer le closing, les signatures, le chiffre d'affaires. Et si tu veux, pour être très prosaïque, et ça je te l'avais dit aussi, parce que à la fin, ce qui paye les salaires, c'est pas le volume de lead, c'est vraiment le chiffre d'affaires qu'on va signer, générer collectivement. Et justement, quand toi, tu arrives avec cette dynamique-là, j'ai envie de dire, en tant que responsable marketing, on a tous cette envie-là, mais la réalité opérationnelle est souvent plus compliquée parce qu'on se retrouve avec souvent des structures avec des équipes qui sont silotées entre la partie marketing, commerciale, on parle du fameux alignement entre les équipes sales et marketing, dont on a tous beaucoup entendu parler. Comment est-ce que toi, du coup, en arrivant chez Tilt, tu as envie de structurer ça et peut-être quelle était l'organisation à la base et toi, l'organisation que tu avais envie de mettre en place? Oui, alors l'organisation à la base, elle était somme toute assez classique. Pour une start-up post-série A, tu vois, dans une phase d'accélération, tu avais le marketing qui générait une partie donc, du pipe via de l'inbound, du paid. Alors c'était principalement du LinkedIn Ads à ce moment-là, un petit peu d'événements. Okay. Ça, c'était une partie. Et ensuite, tu avais l'équipe BDR, donc, qui était rattachée aux sales à ce moment-là, qui faisait de la prospection directe, avec leurs méthodes, leurs outils, leurs approches. Tu avais en plus les commerciaux qui faisaient aussi de la chasse de leur côté. Et donc, finalement, tout le monde contribuait, générait du pipe dans son coin un petit peu. Et les attributions, en fait, elles étaient très floues. Et la responsabilité, en fait, aussi. Parce que tu pouvais avoir justement plusieurs touchpoints en te disant là, ce prospect, il a reçu une campagne marketing, un cold call par un BDR, et puis en plus, il a participé à un événement B2B par la suite. Le lead, il vient de qui? Quelle est la lead d'origine? Ça compte pour l'objectif de quelle équipe? Et donc, c'était autant de questionnements qui nous faisaient perdre du temps, qui créaient des frictions et de la tension. Donc ça, c'était vraiment un petit peu le constat. Et en fait, comme je te disais, moi, ma philosophie, c'est que le marketing est au service de la croissance, tu l'as compris. Mais tu vois, c'est une philosophie, et je tiens à le redire, qui est encore peu évidente, je trouve, dans pas mal d'organisations. Et de mon humble fenêtre, moi, je trouve qu'elle n'est pas encore assez répandue. Et ça implique un changement de paradigme. Ça implique qu'on ne demande plus, en fait, au CMO, comme on le fait aujourd'hui très souvent, des objectifs uniquement sur les MQL. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est une philosophie où tu as une contrepartie, et c'est important de le préciser aussi, c'est que ça implique d'être jugé sur le revenu, en fait, au même titre que les sales. D'aligner nos indicateurs marketing avec ceux des sales et d'accepter l'attention du chiffre, en fait. Et ça, clairement, au quotidien, c'est ultra exigeant. Mais justement, c'est cette posture, ce positionnement-là, qui va conférer, je pense, au marketing toute sa légitimité stratégique. Et c'est ça qu'on cherche à créer, je pense, dans la discussion qu'on a aujourd'hui, et en tout cas à partager comme retour d'expérience. Et comment est-ce que toi, tu as réussi à impulser cette dynamique chez Tilt, et à quel moment vous vous êtes dit, parce que tu vois,
là, ce que tu me dis, la philosophie, en fait, sur le papier, j'entends complètement. Et je pense que c'est difficile de dire quelqu'un qui va nous écouter ne serait pas d'accord avec ça. Quoiqu'encore, j'aime bien aussi ce parti pris de se dire, du coup, on est responsable du revenu et on a l'exigence qui va avec. Et du coup, derrière, en fait, il faut l'assumer et emporter les responsabilités. Et après, du coup, dans l'opérationnel, comment est-ce que vous arrivez à faire ce switch-là ? Parce que, en fait, en plus, en préparant l'échange, on en discutait. Je te disais que moi, j'ai vu aucune autre boîte qui a le modèle que vous avez aujourd'hui chez Teal, qui est qu'aujourd'hui, 100% du pipe est généré par l'équipe marketing suite à une réorganisation que vous avez faite. Oui, tu as raison, c'est assez inédit, mais j'espère justement ça va inspirer d'autres CMO et d'autres équipes. Déjà, le changement, la réorganisation, qui en l'occurrence, pour la nommer aussi, le fait de rattacher la team BDR en fait, au marketing, c'est pas fait tout de suite. Okay. Moi, ça fait 3 ans, comme je te disais, que j'ai rejoint l'aventure. On a eu cette réflexion pendant un moment. À un moment même, elle s'est proposée, mais c'était trop tôt. Moi, je l'ai considérée comme prématurée, en disant là, c'est 6 mois trop tôt, on n'est pas prêt, les canaux ne sont pas éprouvés, on n'a pas assez testé nos messages, on n'a pas une visibilité assez fine sur les coûts, etc. Donc, en fait, ce changement d'organisation, c'est vraiment une réflexion au long cours. Le déclic, c'est multifactoriel, hein, mais je dirais, l'ambition, évidemment, d'entreprise. Teal, on opère en fait sur un marché qui est celui de la santé mentale, qui est un marché à évangéliser, à déstigmatiser. Tu as de la concurrence, tu as des enjeux en fait importants en termes d'acquisition et aussi de brand. Ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode. Donc l'ambition d'entreprise, ça c'est le premier déclencheur, et je dirais la top line en fait qui en découle. Donc ça veut dire nos objectifs macro, tu vois, d'ARR à faire, et puis les objectifs de croissance. Et donc, pour les atteindre, de façon très concrète, il faut améliorer nos pratiques, nos méthodes, notre approche. Et ce, rapidement. Parce que la temporalité en start-up, on la connaît. Il faut de la vélocité, il faut de l'agilité aussi. Donc, le changement d'organisation, il n'est pas né d'une intuition, mais vraiment d'un rationnel, d'une lecture fine et lucide de nos performances. On a fait énormément de projections chiffrées sur le bénéfice en fait, de la mutualisation, tu vois, des deux équipes. Quel est le gain de temps, de productivité, comment on fait pour ne pas cannibaliser les efforts, les approches, quel est le reach qu'on va aller chercher, quelle va être la contribution en fait, de chaque canal, les BDR en étant un aussi, parce qu'on leur a permis de continuer à prospecter, parce que ça, c'est aussi une richesse du métier, c'est important. Tu vois, le but, c'était pas de les inhiber non plus, c'est de dire, vous rejoignez l'équipe marketing, mais vous continuez aussi à prendre du plaisir justement dans la chasse, dans la prospection, et qui en plus a un canal assez performant. Et donc, pendant ce temps, les équipes, elles ont aussi gagné en expertise, en seniorité. On n'était plus dans l'exploration, mais dans l'optimisation. Et donc, les questions qu'on s'est posées, c'était plus est-ce que ça fonctionne, mais comment on exploite pleinement le potentiel, tu vois. Et donc, c'était important pour nous que l'organisation, elle reflète le niveau de maturité de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, ça devient un frein, tu vois. Et quand une organisation ne reflète plus la maturité de son modèle, en fait, elle devient un frein. Tu vois, parce que comme avant, on opérait avec des frontières organisationnelles qui appartenaient finalement à une phase précédente de la croissance, on n'était plus en cohérence, on était même en dissonance. Et donc, le switch, on l'a fait il y a un peu plus d'1 an seulement, en réalité. Et le timing, ça c'est très important aussi, il est clé. Si tu fais la bascule en fait trop tôt, que tes canaux ne sont pas éprouvés, que les outils ne sont pas maîtrisés, que les équipes ne sont pas stabilisées, tu ne vas pas fusionner en fait des forces, tu vas fusionner de l'incertitude. Et ça c'est terrible, parce que ça crée aussi un handicap dans l'approche. Et donc voilà, on a voulu vraiment ne plus parler de lead d'un côté et de closing en fait de l'autre, mais vraiment parler avec un terme commun qui est la croissance en fait à nouveau. Et donc par rapport à la décision, je pense que c'était aussi ta question de départ, qui la porte en interne, comment on arrive à la faire accepter. Écoute, moi cette décision,
Je ne l'ai pas du tout prise seule et je n'ai pas du tout eu à la vendre parce qu'elle s'est vraiment construite dans la discussion. Je dirais qu'il y a eu 3 parties prenantes. La première, ça a été Emmanuel, notre Head of Sales, avec qui, évidemment, j'ai eu des échanges approfondis. Et je crois que là aussi, c'est un point clé, c'est que si la relation entre le marketing et les sales est saine, et ça, c'est ultra important, ces discussions ne sont pas des négociations de territoire. Ce sont des conversations stratégiques. Donc déjà, ça te met, en fait, dans une posture qui est complètement différente. Et avec Emmanuel, on se respecte profondément, on partageait déjà le même objectif et on partage toujours, c'est d'accélérer la croissance de Thiel. Et donc, la question, c'était pas de savoir qui contrôle quoi entre le sales et le marketing, mais comment on devient plus performant ensemble. Tu vois ? Donc, ça, c'est aussi le changement de paradigme. La deuxième partie prenante, c'est Nicolas. Cofondateur et CRO aussi de Thiel, qui lui était aussi très partisan en fait de la décision. Et donc, au-delà des impacts opérationnels, c'est aussi un changement stratégique pour son entreprise. Et donc, il a été vraiment ambassadeur et il a porté cette décision avec nous. La troisième partie prenante, les BDR. Les BDR, ils étaient eux-mêmes demandeurs, en réalité. Ils avaient même fait cette demande un petit peu plus tôt. Donc, quand je te raccroche les wagons, c'était les 6 mois que je trouvais un petit peu prématurés. Moi, je n'étais pas encore prête. Et ils ont exprimé, en fait, vraiment à plusieurs reprises, l'envie et la volonté de rejoindre la team marketing. Et pourquoi ? Parce que ça leur donne accès aux mêmes outils, à notre stack growth, aux mêmes campagnes, à de la data, à un accompagnement qui est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus structuré, encore une fois, et donc de l'efficacité, et pour eux aussi de la réassurance dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc on était vraiment dans une logique de succès mutuel, et tout s'est vraiment fait, et c'est une chance, en bonne intelligence. Et du coup, concrètement, aujourd'hui, à quoi ressemble l'équipe, à la fois l'équipe marketing, l'équipe sales, quels sont les rôles de chacun, combien est-ce que vous êtes dans l'équipe, comprendre un petit peu comment tout ça s'articule. Alors, l'équipe commerciale, elle est pilotée par Emmanuel, donc notre Head of Sales, qui va gérer donc, des profils de Account Executive et de CAM, donc des Key Account Managers. Les Account Executives vont se focaliser sur le New Business, donc la partie conquête, et les CAM sur la partie plutôt expansion, en collaboration avec le Customer Success, notamment. Côté marketing, du coup, l'organisation est très claire aujourd'hui. Donc, on porte 100% de la génération de pipe sur 3 segments. Donc, la conquête avec le new business, l'expansion avec l'upsell et les partenariats stratégiques. Et donc, on est organisé en 2 squads. Donc, tu as d'un côté une squad acquisition où on va avoir 2 pôles. Le pôle growth, donc vraiment qui va travailler sur les différents leviers d'acquisition en inbound, outbound, paid, organique, et un pôle content, puisque pour générer du lead, il faut quand même de la matière première de qualité, et c'est vrai que nous, on a ce parti pris aussi chez Thiel de travailler énormément sur notre contenu, parce qu'il y a des enjeux justement de pédagogie sur le sujet de la santé mentale, du marché, mais aussi une exigence de notre part sur le fond en fait, qu'on va apporter à notre cible, en l'occurrence la fonction RH, qui en plus est une cible très sollicitée. Donc, nous, on est vraiment dans une logique où, notamment, on a mis en place des baromètres, des études pour se positionner comme observatoire aussi de la santé mentale en France, des études qui font référence aujourd'hui sur la santé mentale des salariés, des femmes, des parents salariés, des étudiants, par exemple, et donc qui font que vraiment, on a une stratégie de content qui est vraiment très, très riche et qui alimente justement en bonne complémentarité le growth. Ça, c'est pour la partie squad d'acquisition. Et la squad conversion, justement, rassemble nos BDR, donc ils sont 3 aujourd'hui, qui vont transformer tous les leads générés par la team acquisition en rendez-vous. Ce que nous, on appelle en interne les discovery meetings, donc c'est les premiers rendez-vous où le passage de relais se fait justement aux AE, donc de l'équipe d'Emmanuel, qui, eux, vont pouvoir se focaliser pleinement justement sur la vente et le closing, comme on le disait.
Et ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore du coup de la prospection à froid ou de la chasse comme c'était fait avant ou plus du tout? Alors, côté BDR, ils ont encore la possibilité de prospecter Ok. en fait en direct, donc de faire de la chasse. Mais le font de moins en moins parce qu'ils sont alimentés suffisamment par les canaux marketing. Et côté sales, ils ne le font plus du tout. Ok, Ils n'ont super plus intéressant. besoin. Ouais, donc ça, c'est une grosse différence par rapport à l'organisation aussi initiale. C'est que du coup, le système que vous avez mis en place permet de ne plus avoir, ou presque plus, à avoir de faire de prospection à froid et du coup d'avoir finalement une machine qui se met en place avec plusieurs points de contact. Et peut-être ça peut être intéressant aussi de repréciser, vous, votre cible en termes de typologie de boîte, parce que ça, en le reprécisant, on va voir à quel point ça fait sens. Complètement. Alors, notre cible première, ça va plutôt être la fonction RH, au regard, encore une fois, de notre sujet. Cette fonction RH, elle est plurielle, déjà, elle est exigeante. On parle de DRH, beaucoup, mais tu vas avoir aussi toutes les fonctions qui sont liées aux ressources humaines, autour de la qualité de vie au travail, de la RSE, du développement RH, du well-being, etc., avec autant de libellés possibles. Et encore une fois, c'est une des cibles les plus sollicitées en marketing, faut le savoir, notamment sur l'outbound, mais aussi sur les campagnes qu'on peut imaginer. Et donc, il faut nous démarquer dans le fond et dans la forme. Donc, je te parlais du contenu pour le fond, mais aussi dans les approches. Et donc, nous, notre marché, on va cibler finalement des verticales, des industries sur lesquelles on a une belle empreinte. Et donc là aussi, on a bien drivé les choses par la data. Et donc, on a fait beaucoup d'analyses pour déterminer les meilleurs ICP, les tailles d'entreprise qui fonctionnent bien. On a construit aussi des go-to-market très spécifiques, très personnalisés, en fonction d'un set, je dirais, de paramètres qui nous permettent de se dire, voilà un petit peu les poches de marché, les poches de valeur qu'on veut atteindre. Et du coup, on a même décliné aussi des contenus verticalisés sur différents thèmes, cas d'usage liés au RH. Donc, c'est l'absentéisme. Enfin, ça peut être l'absentéisme notamment. Ça peut être, par exemple, le burn-out, le management toxique, etc. Donc, il y a vraiment une approche holistique, pour le coup, côté marketing sur ça. Et côté marketing, du coup, vous, dans vos actions, tu disais que l'objectif du marketing, c'est pas de générer des leads, c'est de générer du business. Concrètement, d'un point de vue opérationnel, au niveau des actions que vous menez, quels ont été les grands changements de votre côté une fois que vous avez réussi à mettre en place cette nouvelle orga, et comment tu arrives, du coup, justement, tu dis on se responsabilise, du coup, et c'est exigeant, et comment tu arrives à mettre en place ça de manière très opérationnelle, finalement dans l'équipe, et peut-être nous donner des exemples, tu vois, d'actions que vous faisiez avant et que finalement vous faites plus aujourd'hui, maintenant que vous avez cette vue d'ensemble. Oui. En fait, on a eu de plus en plus d'exigences, encore une fois, par rapport à la cible et au marché qu'on adressait. Et ça se traduit concrètement par ce qu'on appelle un tiering, donc une segmentation, avec des critères qui correspondent à des tailles d'entreprise, à des secteurs d'activité, à des fonctions aussi, des ICP, qui déterminent finalement ceux qui sont éligibles à notre prospection, et puis d'autres leads qui vont être out of scope. Donc, c'est aussi un renoncement qu'on a fait. Et ça, c'est quand même quelque chose de fort, parce qu'on avait travaillé une certaine partie du marché, on l'avait nurturé, etc. On avait prospecté. Et donc, on a fait ce choix vraiment radical de dire on met de côté ces contacts-là parce qu'on veut vraiment concentrer nos efforts sur les bonnes cibles. Donc, ce tiering, c'est quelque chose vraiment de très opérationnel que les équipes manipulent au quotidien. Et donc, qui a été communiqué à la fois aux équipes commerciales, aux BDR, aux équipes marketing, et puis finalement à l'ensemble aussi de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, toutes nos campagnes s'articulent aussi en fonction de ça. Et donc, c'est pour ça qu'on va privilégier aussi des canaux qui vont nous conférer une maîtrise très fine du ciblage. Et ce n'est pas le cas partout. C'est-à-dire que quand tu mets en place des campagnes, notamment sur LinkedIn Ads,
tu as la possibilité justement de paramétrer ton ciblage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on suit assez finement. De même que sur la partie outbound, tu parlais de la prospection. On en fait encore du cold mailing, mais de façon beaucoup plus professionnelle, plus chirurgicale aussi, et toujours plus structurée. Et donc là-dessus, là aussi, en fait, on a verticalisé en fait l'approche dans nos séquences. Dans le copywriting aussi, c'est les éléments de langage qui vont correspondre à des termes métiers, qui vont résonner avec les décideurs à qui on va écrire. Tu vois. Et après, il y a aussi, je pense que ça c'est important, le volet incentive, parce qu'il faut parler des incentives aussi des équipes. Je pense au-delà de la philosophie, ça c'est vraiment le côté très, très concret, c'est que ça s'est traduit dans la construction aussi des primes qu'on a mises en place pour les équipes. Pour te donner un exemple, côté BDR, ils vont être incentivés sur deux items. Deux catégories d'items. D'une part, les meetings qui vont être pris. Et donc ça, on pilote très finement la qualité. Donc, on connaît le funnel classique de MQL, SQL, Deal. Mais nous, on va regarder aussi les meetings qui sont véritablement honorés. Parce qu'on est sur un marché où la cible est sollicitée, il peut y avoir des no-shows, etc. Donc ça aussi, on le regarde par canal. Donc les meetings honorés, sous quel délai, les meetings qui sont à venir aussi, qui nous permettent aussi d'avoir ce temps d'avance. Donc ils vont être incentivés sur ça, les rendez-vous de qualité qui vont générer pour les sales. Et d'un autre côté, deuxième item de l'incentive, ça va être le pipe qu'ils vont être capables de générer à titre individuel. Dans une logique de contributeur individuel par rapport à un objectif de pipe plus global, évidemment. Mais nous, ça a été vraiment notre façon de trouver cet équilibre entre mettre les équipes en ordre de marche par rapport à une vision, tu vois, vraiment un objectif d'équipe, mais aussi l'implication individuelle et la résonance individuelle. Et ça, c'est hyper important. Et on veille évidemment à l'équité par rapport à ça. Et pour te donner le split, donc cette partie que je viens de te décrire, ça correspond à 70% de leur prime, donc trimestrielle. Donc nous, on fonctionne sur une fréquence trimestrielle pour les primes. Tu as 20% aussi qui sont indexés, et ça c'est pour tout le monde pour le coup, sur les valeurs de TIL. Nous, on a 4 valeurs qui sont l'audace, l'humilité, la bienveillance et l'excellence. Et donc ces valeurs, elles doivent se matérialiser par des comportements, des actions en fait au quotidien. Et donc évidemment, on a des définitions qui sont très claires de à quoi correspondent ces valeurs, etc. Avec des projections métiers, parce que tu vas pas incarner l'audace de la même façon dans chaque équipe, en fonction des initiatives que tu vas prendre. Et donc ça, c'est important aussi, je trouve, en termes de politique d'entreprise, c'est que c'est 20% de ta prime. Enfin, c'est une vraie réalité, quoi. Et donc la dernière partie de la prime, l'incentive, donc tu as 10% en fait sur l'ARR qui est signé. Et donc ça, c'est une façon aussi d'impliquer toute l'entreprise, tous les salariés de TIL à cette réussite collective qui est vraiment, encore une fois, le revenu. Et c'est vraiment ce mindset-là aussi qui a été un vrai facteur de succès et qui nous a permis, on est très contents, de faire x2 en fait, en 2025 en termes de new ARR par rapport à l'année d'avant. Et justement, ça veut dire que cet objectif, du coup, ces 10% restants, ça s'applique à l'ensemble de l'équipe marketing et du coup, pas uniquement au BDR. Voilà, et même à toute l'entreprise. Ce que je te disais, ces 10%, c'est même le produit, le customer success, le care, etc. Donc, c'est vraiment tout le monde. Et aujourd'hui, ton équipe marketing, pour bien comprendre, de combien de personnes elle est composée pour avoir bien en tête les différents pôles? Donc, côté growth, tu as une personne. Tu as Hugo côté growth. On a Chloé sur la partie content. On a Étienne, Carole et Lorelai qui sont nos 3 BDR. Et moi-même, qui pilote l'équipe. Et ce qui veut dire que du coup, donc les personnes en charge du growth et de la partie brand vont aussi avoir des KPI qui vont finalement dans ce sens-là et pas uniquement le volume de leads générés, mais finalement aller plus loin aussi, j'imagine. Et je reviens là-dessus parce qu'il y a aussi cette pression côté marketing de toujours avoir un gros volume
de leads, et on dit toujours de préférence de leads qualifiés. Oui. Mais du coup, justement, quand tu fais des choix, tu segmentes, forcément, le volume va baisser, en fait. Parce qu'on fait des choix, on cible moins de personnes. Et comme tu disais, on concentre nos efforts sur les cibles qui ont le plus de potentiel. Et du coup, ça, je trouve ça intéressant. Et là, c'est très concret aussi de, objectivement, les KPI fixés vont plus être sur le volume de leads générés. Complètement. Nous, notre parti pris, c'est vraiment la valeur. La création de valeur. Et d'ailleurs, dans notre suivi du pipe, alors on a beaucoup d'indicateurs dont je pourrais te parler, mais si tu veux, tu as deux visions du pipe. D'un côté, la création de pipe, donc notre capacité en fait à créer du pipe sur un quarter donné. D'accord ? Donc nous, à chaque quarter, le pipe qu'on crée, entre guillemets, il repart à zéro. Mais justement, avec toute la démarche qu'on a mise en place et au cours des 3 dernières années, en fait, on a de l'avance. C'est-à-dire qu'on va créer du pipe maintenant pour le quarter en cours, bien sûr, l'intra-quarter, mais aussi pour après. Et donc, on crée un stock. Voilà. Donc, nous, on est incentivé sur la création de pipe, donc on a un certain objectif. Et puis, on va regarder aussi ce qu'on appelle le pipe closable, donc qui est lié en fait à la close date de chacun des deals qui vont être incrémentés par les sales. Et notre enjeu, c'est de créer du pipe qui soit closable le plus rapidement possible, évidemment en prenant en compte les cycles de vente de notre marché, le fait que ça reste quand même de la vente complexe, etc. Et donc ça nous permet aussi d'avoir cette visibilité et cette sérénité de se dire, on sait déjà que sur Q2, Q3, etc., on a ce stock-là qui est créé. On va venir alimenter au fur et à mesure, mais c'est un petit peu ce matelas qui nous permet, tu vois, au niveau marketing, encore une fois, d'être beaucoup plus prédictible et d'apporter cette visibilité aux différentes équipes. Et du coup, j'imagine qu'il y a aussi tout un tas d'actions peut-être que vous avez renforcées sur la partie nurturing entre le moment où on génère le lead et au moment où il va être closable. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager un peu ton retour d'expérience aussi là-dessus, savoir ce que vous avez mis en place? Parce que je trouve que du coup, cette logique d'être directement relié au revenu, elle est géniale, mais dans l'opérationnel, quand on est sur des cycles de vente longs, des actions qui peuvent être long terme, enfin, tu vois, sur la partie contenu, tu disais que vous faites tout un travail sur la partie contenu, baromètre, etc. C'est difficile de le relier directement à du revenu, je trouve. Écoute, alors, oui, je pense que c'est difficile, mais je trouve qu'on le fait quand même assez bien. Ok. On le fait assez bien parce que... Alors, nous, on a le nez dans HubSpot toute la journée. Ça, j'adore. Donc, vraiment, la team, côté marketing notamment, mais de façon générale, et c'est vraiment d'aller dans l'ADN, enfin, tu vois, chez Thiel, on a vraiment cette obsession, dans le bon sens du terme, de la data. Déjà du fait de notre produit, parce qu'on collecte quand même de la data sur la santé mentale, et c'est aussi sur cette data-là qu'on se base pour proposer des contenus, un accompagnement, etc. Et on a cette même logique finalement dans notre approche marketing. Et donc, on a créé toute une nomenclature custom, en fait, dans HubSpot, qui est liée à toutes les leads d'origine qu'on peut suivre, en fait. Et ça, je sais que c'est quelque chose d'assez poussé pour avoir échangé avec pas mal d'homologues. Là, c'est le rêve de beaucoup de CMO, là. C'est vrai que nous, on a une granularité assez fine. Ce qui nous permet de se dire, voilà, les drivers de croissance aujourd'hui, d'un quarter à un autre, c'est ce canal-là, par exemple. Mais tu vois, je te reprends l'exemple de la campagne baromètre. Le baromètre, il va s'exprimer finalement sur différents formats. Donc, il y a évidemment l'étude en elle-même, le rapport. Tu vas pouvoir y accéder via une landing page sur notre site web, via, on va en parler lors d'un webinar de présentation des résultats. Tu vas avoir un format aussi d'infographie, de carrousel sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, pour chaque contenu, on a un dashboard dans HubSpot qui reprend finalement tous les touchpoints liés à ce contenu-là. Et donc, on reproduit, en fait, on reprend en fait le funnel, tout simplement, qui est de dire, pour le baromètre de la santé mentale des salariés, première édition, deuxième édition, troisième édition, on a généré tant de MQL, de SQL et de pipe. Évidemment,
on considère le premier touchpoint, les canaux s'influencent, les campagnes s'influencent entre elles, évidemment, mais ça nous permet d'isoler, en tout cas, de bien distinguer l'apport, finalement, de chaque campagne, de chacun des contenus, et donc d'investir au bon endroit. Et derrière, tu vois, pour aller encore plus loin, moi, je regarde évidemment tous les ARPA par canal, et on est capable de dire aussi aujourd'hui, pour 1 euro investi en marketing chez Teal, combien de pipe on génère et combien d'ARR on va closer grâce à ça. Et c'est une fierté aussi, c'est un vrai achievement que de dire qu'aujourd'hui, l'ARR est quasiment généré en totalité par les canaux marketing. Ce qui n'était pas le cas en fait au départ dans l'organisation que je t'ai décrite. Et du coup, en termes d'attribution, comment est-ce que tu arrives à pondérer tes différents canaux justement quand tu as plusieurs points de contact? Comment est-ce que tu arbitres aussi là-dessus justement quand tu es aussi sur des cycles de vente longs? Et comment tu arrives à trouver le bon équilibre aussi, parce que tu as envie d'avoir l'attribution parfaite, mais j'en profite pour poser la question parce que vous êtes très avancé sur ces sujets-là, de savoir justement comment tu arbitres. En fait, déjà, on va regarder le premier touchpoint. Si on a des contacts, imaginons, ils ont été touchés via un webinar. Mais c'était il y a 6 mois. Il y a prescription. Donc, on met en place aussi des règles temporelles de dire, à un moment donné, le canal webinar, il devient obsolète en fait dans l'attribution. S'il y a un nouveau touchpoint qui permet de réactiver en fait le contact via l'outbound, c'est l'outbound qui va compter à ce moment-là. Parce que c'est lui qui a joué ce rôle de réactivation. Mais du coup, il faut mettre en place quand même des règles temporelles qui permettent de dire, et qui sont en cohérence, encore une fois, avec les cycles de ton business. Et ça diffère finalement sur, je pense en fonction des produits, mais en tout cas pour nous, une durée de 6 mois, on considère que tu vois, le canal, il n'a plus lieu d'être dans l'attribution. Ce qui fait aujourd'hui, du coup, ça me fait la transition parfaite parce que j'ai un flash sur un élément que tu m'avais partagé quand on avait préparé cet épisode. C'était que pour pouvoir mesurer tout ça, il faut avoir un CRM béton. Tu parles de mise en place de règles. C'est un certain niveau de maturité, du coup, sur HubSpot. Et c'est quelque chose, toi, que tu avais anticipé, mis en place dès ton arrivée. Moi, dès que j'ai accepté la proposition de Teal, j'ai lancé immédiatement le recrutement du growth. Parce que, avec l'expérience, tu vois, en tant que directeur marketing, tu sais que les recrutements, ça prend du temps. Les bons profils sont souvent en poste, il y a des préavis, etc. Il se trouve que j'avais en tête un superbe profil, pour le nommer, qui est Clément, qui avait vraiment toutes les dimensions qu'on recherchait pour ce poste. Parce que j'avais quand même des éléments de contexte que Nicolas m'avait partagés, qui étaient que dans la phase de construction, il y avait aussi cette construction justement du CRM, de la database, de la nomenclature, etc. Et donc c'est vrai que dans ce recrutement, pour moi, c'était essentiel d'avoir quelqu'un qui avait cette casquette Ops, cette expertise Ops. Et il se trouve que Clément maîtrisait parfaitement HubSpot. Et donc ça a été vraiment un atout pour nous, d'avoir cette combinaison entre le growth, l'acquisition pure, et le volet Ops, tu vois, la mise en musique dans le CRM. Ouais, et le fait d'adresser ce sujet Ops justement avec la structuration d'HubSpot, c'est ce qui vous permet aussi aujourd'hui d'arriver à ces niveaux d'analyse poussés, là où tu as des boîtes qui ont laissé des leads s'accumuler dans HubSpot sans structurer. Et du coup, tu te retrouves avec une dette CRM énorme qui est, moi, je le vois dans des clients que j'accompagne. Du coup, on se retrouve à vouloir faire de l'attribution, sauf que du coup, on s'arrache les cheveux parce qu'il n'y avait pas de règles qui étaient mises en place à l'origine. Et du coup, ça, je pense que c'est un apprentissage chouette à partager aussi, c'est de structurer son CRM le plus tôt possible si on veut pouvoir mesurer l'efficacité de nos actions. Ça paraît logique dit comme ça, mais c'est le cas dans très peu de boîtes en réalité, parce que j'imagine que toi, quand t'es arrivé chez Teal, c'était peut-être pas la priorité. On aurait pu se dire de passer du temps à structurer un CRM, etc. Et pour autant, toi, t'en as fait une priorité parce que t'avais la vision long terme et tu savais que c'était une pierre angulaire importante pour pouvoir avancer de manière efficace par la suite.
Oui, absolument. En fait, la database, vraiment de prospects, de clients, etc., c'est le socle. Donc, pour moi, tu as 2 volets. Un, c'est le cleaning, déjà de la base existante, parce qu'il y a quand même un certain nombre de contacts qui sont là. Donc, comment tu les catégorises et comment tu fiabilises aussi la donnée existante. Et ensuite, la construction de la nomenclature et des filtres d'analyse que tu vas utiliser par la suite. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un sujet qu'on considère comme prioritaire, parce que l'urgence, comme toujours, c'est de générer rapidement du lead. Et je dirais, j'ajouterais même un 3e volet, qui est l'enrichissement de ta base. Parce que très souvent, quand tu arrives, ton volume de contact, il est un petit peu faible. Et donc l'enjeu, c'est de trouver aussi des moyens pour enrichir rapidement ta base avec des contacts qualifiés. Et justement, on parle du coup de générer des leads pour enrichir justement la base. Vous, aujourd'hui, côté acquisition, quels sont les canaux que vous avez en place et savoir comment est-ce que ça a évolué aussi avec cette nouvelle réorganisation? Alors, on a mis l'accent, je te disais, sur des canaux d'acquisition qui nous confèrent une pleine maîtrise du ciblage. Et donc, il y a notamment la partie marketing outbound, qui est hyper importante pour nous, où on va envoyer un certain nombre de séquences bien pensées, chirurgicales, sur des cibles qu'on va considérer comme stratégiques, qui vont répondre à notre stratégie commerciale. On a la partie aussi paid social, on fait un certain nombre de campagnes sur LinkedIn avec, je ne peux pas te partager les chiffres, mais en tout cas avec des très bons résultats. LinkedIn nous l'a confirmé. On est dans le top quand même du benchmark en France sur du B2B dans l'écosystème RH. Donc, on est plutôt content parce que c'est un canal qu'on travaille depuis quelques années. On a des campagnes qui fonctionnent très bien. On arrive à bien combiner justement les contenus dont je te parlais tout à l'heure. Et donc voilà, donc on poursuit là-dessus. On fait pas mal aussi de webinars où là, l'enjeu il est un petit peu différent parce que le webinar, il va jouer sur la notoriété, sur le fait de fédérer aussi une communauté, de te positionner à la fois sur des études de référence, confère le baromètre, mais ça va être aussi sur des sujets comme la gestion des conflits, du feedback, enfin des choses très très pratiques, encore une fois, qui vont résonner avec les besoins de la cible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on poursuit. Et on a fait aussi un événement fin d'année dernière qu'on a appelé Mental Shift, qui était une première pour TIL. On a créé la première conférence IA et santé mentale au travail. Et on a réuni une 60aine quand même de clients, prospects, partenaires dans un lieu assez prestigieux. Donc, c'était au Morning Trevis, à l'hôtel Bonny, qui est un lieu en plus classé patrimoine historique. Et pourquoi je parle du lieu c'est pas anodin, c'est que nous, dans notre conception de l'événementiel, c'est une expérience aussi qu'on veut offrir à notre audience. Et donc, encore une fois, le fond et la forme étaient importants pour nous. Et ça a été une vraie réussite parce que quand on a accueilli les prospects, toute la team était là. Déjà, ils étaient impressionnés en fait par le lieu et qui nous donnait aussi, je trouve, une posture différente de la start-up un petit peu lambda, quoi. C'était vraiment très beaucoup d'affirmations en fait de la marque, un positionnement de la santé mentale, qui était très premium, etc. Et donc, ça a bien fonctionné. Et puis dans le contenu qu'on a mis en place sur cet événement, on a aussi beaucoup travaillé la table ronde. On a fait intervenir des speakers vraiment avec des expertises complémentaires. Et on a traité, je trouve, avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de pragmatisme, ce thème justement de l'IA et de la santé mentale au travail. Pas que avec des constats, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment notre signature. C'est à la fois apporter aussi des leviers d'action. Toujours. Vraiment, ce passage à l'action, il est important pour nous. Et tu vois, sur l'événementiel, là, tu vas générer des interactions qui sont différentes.
des discussions de haut niveau. Qui viennent alimenter aussi nos enjeux commerciaux par rapport à des grandes entreprises, etc. Et pour terminer, avant de clôturer cet épisode, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu sens que vous n'avez pas encore réussi à craquer le truc, ou est-ce que vous avez eu des challenges, des moments qui ont été difficiles? Parce que dans une réorganisation, ça bouscule quand même pas mal de choses. Et du coup, là, on raconte la belle histoire, tout s'est bien déroulé, mais j'imagine qu'il y a forcément des challenges et des moments qui ont été plus difficiles, des chantiers. Est-ce que tu peux nous en partager un peu, que ça puisse servir aussi pour nos auditeurs? Bien sûr. Des challenges, il y en a eu beaucoup. évidemment. Une organisation, c'est de l'humain. C'est des équipes. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on se respectait tous. Et c'est toujours le cas, évidemment. Et donc, ça, c'est un terreau qui est propice, en fait, à ça. Mais, tu vois, quand on a intégré les BDR à l'équipe marketing, Étienne, par exemple, dans mon équipe, était initialement contributeur individuel. Et donc, il est passé aussi team lead BDR. Parce que déjà, il le méritait pleinement et il avait vraiment toutes les compétences pour. Et donc, en plus de l'organisation, on a accompagné aussi une montée en compétences d'un manager. Et ça, c'est un défi où il devait garder vraiment cette posture à la fois de contributeur individuel, parce qu'il devait continuer à générer du pipe, et aussi piloter une équipe. Il y a aussi, quand je te parle du tiering, de la stratégie, il y a beaucoup de décisions qui se prennent en fait rapidement. Et donc, l'agilité, la vélocité, elle a aussi un prix. C'est-à-dire que c'est un travail permanent aussi de susciter l'adhésion, de fédérer. Et on a forcément, comme partout, des moments aussi de down où on se dit oh là là, encore un changement, est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'ai les moyens pour donc comment tu rassures au travers aussi des objectifs en disant voilà comment on peut y arriver. Et moi j'avoue que j'utilise beaucoup la data, en fait, encore une fois, pour montrer que les choses sont atteignables, qu'elles sont réalistes. Je les découpe dans le temps, je les découpe aussi pour les rendre accessibles au niveau individuel, en disant, sur les meetings, on va franchir tel palier, avec une telle temporalité, etc. Donc ça passe par une feuille de route très claire, ça passe par un suivi, ça passe par de la communication qui n'est pas que descendante, qui est aussi dans la co-construction, au niveau de nos OKR, au niveau de nos reporting, au niveau des kick-offs aussi. Nous, on a des kick-offs tous les quarters pour lancer le trimestre. Et c'est des moments qui sont importants, qui sont des moments privilégiés justement pour faire la rétrospective du quarter précédent, avec ce qu'on a réussi, ce qu'on aurait pu mieux faire évidemment. Et donc, on en parle vraiment à bâton rompu. Et puis, la perspective qu'on donne sur le quarter d'après. Mais il y a toujours un lien, en fait, une continuité. Et c'est pas juste arriver avec des slides et 3 chiffres en disant, voilà, c'est ça vos objectifs, et c'est tout. Non, on est vraiment dans l'explication et surtout dans la description, le partage du chemin, en fait, pour y arriver. Et en tant que manager, c'est hyper important d'être partie intégrante de ce chemin, de ne pas être dans une logique juste, encore une fois, descendante, de se dire, voilà ce qui vous incombe, et puis moi, j'ai un rôle un petit peu différent. Non, on est tous dans le même bateau, et c'est pour ça qu'encore une fois, dans les primes, parce qu'on en parle aussi à ces moments-là, sont construites de façon à vraiment impliquer les personnes et à ce qu'il y ait un impact très concret pour elles. Voilà. Oui, et ce qui te permet finalement d'avoir aussi des OKR qui vont être ambitieux, exigeants et à la fois réalistes et accessibles. Et du coup, ce qui fait que ça crée un... C'est vraiment le but. On ne peut pas être dans la surpromesse. C'est un jeu d'équilibriste vraiment permanent. Dire, on a une ambition à tenir qui est quand même importante. On est aussi là pour ça. Mais comment, encore une fois, tu la rends accessible, actionnable, intelligible, engageante en fait, pour tes équipes. Et c'est ça le ciment qui nous permet d'avancer vraiment dans le temps et d'obtenir les résultats qu'on a aujourd'hui chez Thiel. C'est un très beau mot de la fin. Je suis très contente de clôturer là-dessus. Merci beaucoup, Delphine, pour tout ce que tu nous as partagé. Merci de t'être prêtée à l'exercice. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur le podcast.
Merci à toi encore Léa pour l'invitation et c'était un plaisir partagé. À très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a été utile, partagez-le à d'autres marketeurs. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir le podcast et à recevoir les meilleurs invités. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu des prochains épisodes. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.